Donc, je suis content de faire une présentation ce midi. Donc, j'ai une présentation un peu sur les questions de lien d'apport entre la recherche et l'innovation qu'on peut avoir ensuite dans les entreprises. Puis, ce lien fort qu'il y a entre la recherche qu'on peut dire fondamentale académique et l'innovation qu'on retrouve au niveau plus industriel, si on peut dire. Donc, on peut dire que l'IA, vous connaissez ça, vous êtes sûrement intéressé, si vous êtes ici, à l'IA et son essor, parce que ça connaît quand même un grand essor. On en parle depuis 9 ans, il y a une explosion en termes d'intérêt, en termes d'investissement. Il y a un grand virage qui se fait vers l'intelligence artificielle. C'est un peu, on pourrait dire, la suite du numérique. On a beaucoup parlé de numérisation au tournant des années 2000. Mais là, on s'en va vraiment vers l'intégration de l'intelligence artificielle qui va plus loin que de seulement numériser les données, mais qui vise vraiment à faire une exploitation qu'on pourrait dire euh, plus riche de ces données-là. Puis ça a un impact potentiel sur de nombreux domaines de la vie de tous les jours. Je pense qu'on peut voir vraiment des transformations assez profondes qui s'en viennent, qui sont déjà présentes. Des fois, ce n'est pas nécessairement si visible que ça, parce que souvent le meilleur IA, c'est celui qu'on ne voit pas, mais qui est présent et qui nous assiste. Il va y avoir aussi des changements plus importants qu'on va voir, qui vont être plus visibles en termes de transport, par exemple, avec les véhicules autonomes, mais juste en termes de ce qu'on a. Nos téléphones intelligents sont pleins d'intelligence artificielle actuellement. Dans tout ça, le Canada se positionne quand même très bien à l'échelle internationale. Selon différents classements, le Canada serait au 4e rang dans le monde, ce qui est quand même remarquable étant donné la taille du pays. C'est quand même un relativement petit pays. On est 10 fois plus petit que les États-Unis et quand même, on se classe très bien auprès de très grands parce qu'on a quand même eu beaucoup d'investissements, beaucoup aussi d'expertise qui s'est développée ici au pays dans le domaine. Ça vient beaucoup du domaine académique, le fait que quand même, il y a beaucoup de choses qui ont émergé d'ici, de la recherche universitaire et qui ont après ça se sont développées dans le milieu plus industriel. Puis, entre autres, il y a un élément qui est très structurant, c'est la stratégie canadienne en IA, dont CIFAR, entre autres, dirige. Ça découle d'un investissement de 400, un peu plus que 400 millions en 2017-2018. Ça a été renouvelé il n'y a pas très longtemps, au printemps, avec 443 millions sur 10 ans. Donc, c'est quand même majeur. Puis je vous dirais que c'est quand même vu comme étant très, très structurant, c'est vu très positivement. J'ai eu vent que les Américains, entre autres, ça a l'air, questionnent notre gouvernement, comment ça va avec la stratégie. Ils regardent ça de près, ils trouvent ça très intéressant. Je pense que même les Européens ont développé une stratégie similaire, inspirée de la stratégie canadienne dans l'organisation ELIS, ELLIS. Donc, c'est quand même reconnu comme étant une bonne approche. Puis, entre autres, il y a 100 millions d'investissements qui se fait spécifiquement au Québec. Il y a eu des sondages qui démontrent que 84 des dirigeants d'entreprise estiment que l'IA va transformer de façon significative leur approche d'affaires dans les 5 prochaines années. Fait que je pense qu'on sent vraiment au niveau des entreprises qu'il y a de l'intérêt. Le gouvernement du Québec a identifié l'IA comme étant une des 12 priorités pour le Québec en 2017. Puis la région de Québec, il y a quand même un intérêt en général pour réaliser des projets dans le numérique. 55 des entreprises manufacturières, selon une enquête de Québec international. Puis lorsqu'on parle, comme je dis, l'IA, c'est la prochaine évolution du numérique. Donc, lorsqu'on parle de numérique, la prochaine étape, c'est aller vers ça. Donc, souvent, les deux se confondent, parce qu'une fois numérisé, c'est la prochaine étape logique. Donc, on peut dire qu'en matière de recherche et développement, c'est difficile de passer à côté de l'IA, à côté de la science des données maintenant. Si on veut innover, si on veut développer, à partir du moment qu'on est déjà numérisé, la prochaine étape pour faire quelque chose d'intéressant avec cette numérisation-là, avec nos données, c'est d'aller vers ce domaine. Mais enfin, on peut dire, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça implique exactement? Donc, d'abord, il faut comprendre que l'IA existe grâce aux données généralement. Bon, l'IA au sens large, ça inclut plusieurs choses. Souvent, moi, je parle d'apprentissage automatique. Lorsque je parle d'IA, ce n'est pas des synonymes, c'est un sous-ensemble. Mais voyons ça quand même comme étant très, très lié parce que c'est beaucoup l'apprentissage automatique qui a propulsé l'IA vers l'avant. Puis l'apprentissage automatique n'existe que via des données. Ça prend des données massives. On dit selon les 5 V en particulier, on parle du volume, d'avoir donc oui, des données massives, une grande quantité, mais ce n'est pas seulement le volume, c'est également la vélocité, la vitesse à laquelle les données sont générées. De plus en plus, on a du temps réel, on a donc un flot, des flux de données importants, rapides, qu'il faut gérer, qu'il faut traiter. Et si on ne suit pas en temps réel, bon, on est rapidement débordé.
Il y a une variété également, donc on parle pas seulement d'avoir des données bien structurées en texte dans des bases de données, il y a des flux d'images, des flux de texte, des données de capteurs. Donc, toutes ces différentes données-là sont plus difficiles à traiter par des méthodes traditionnelles. Donc, ce n'est pas comme on teste des valeurs numériques, mais c'est vraiment de traiter une image. Pour un ordinateur, une image, c'est un tableau de points, de valeurs numériques. C'est difficile de faire du sens. Il y a des méthodes pour le faire, pour le traiter, mais ce n'est pas de façon traditionnelle qu'on gère ça. Ce n'est pas avec des traitements numériques de base qu'on peut le faire, c'est avec des traitements plus avancés. Puis, entre autres, les réseaux de neurones profonds le gèrent bien. La véracité également, dans le sens qu'on a des données qui ne sont pas nécessairement validées. C'est des données qui proviennent de l'environnement, qui peuvent avoir des erreurs, qui peuvent avoir des erreurs d'étiquetage, du bruit de mesure, des dispositifs déficients. Donc, cette véracité-là est importante. Puis, il faut généralement penser qu'on gère un lot massif de données qui ne sont pas nécessairement toujours valides. Il faut avoir des méthodes robustes à ce bruit ou à ces erreurs qu'on peut avoir dans les données, là, en supposant bien sûr que ce n'est pas la majorité des données qui sont corrompues. Puis la valeur également, donc il faut faire quelque chose qui a une certaine valeur, mais donc ça, c'est quelque chose qu'en y réfléchissant bien, on le trouve. Puis la quantité de données tend toujours à aller vers des choses plus grandes. Puis on regarde l'ordre de grandeur des données sur Internet, c'est gigantesque. Puis à partir de ces grands jeux de données-là, on veut essayer de comprendre, on veut essayer d'extraire des routines de traitement. C'est là que l'IA entre en jeu. C'est l'idée de dire que, dans le fond, on ne dit pas explicitement à un ordinateur comment faire les choses, on lui donne un modèle général, un modèle qui n'est pas précisé. On lui donne un gros jeu de données, puis là, on veut apprendre, on veut faire en sorte que le modèle général soit bien recalé, bien appris à partir des données. Donc, on veut que le modèle effectue la tâche à partir des exemples qu'on lui donne. Donc, ça fait quand même une grande différence par rapport à la programmation traditionnelle. On donnait des données à un programme, il donne des résultats. Maintenant, on lui dit des données qu'on donne à l'ordinateur, on lui met dans un programme, mais le programme ne gère pas précisément ce qu'on veut faire, il gère plus l'apprentissage à partir de ces données-là, qui, elles, nous fournissent finalement un résultat. Et donc, on va apprendre avec un programme, un modèle qui est aussi un programme, mais qui va avoir été généré automatiquement. C'est de là qu'on fait de l'apprentissage automatique. Donc, l'apprentissage automatique, qu'on appelle machine learning en anglais, ça sert à plusieurs choses. On peut penser, entre autres, souvent on parle d'apprentissage supervisé, là, supervised learning. Ici, à droite, c'est souvent le cas le plus classique, c'est de dire, par exemple, on a des images, puis on aimerait reconnaître ce qu'il y a dans les images. Est-ce qu'on voit des objets de type véhicule, de type piéton, de type arrêt, par exemple, feu de circulation. Donc, de comprendre le contenu de l'image, c'est un problème d'apprentissage supervisé parce qu'on peut lui donner des grandes quantités d'images avec l'information sur ce qu'il y a vraiment dans chacune de ces images-là, d'avoir des encadrés qui nous disent voici, c'est un piéton, c'est une voiture, c'est un feu de circulation. En lui présentant suffisamment, il est capable de prendre un modèle qu'avec des nouvelles images qu'il n'a jamais reçues, il va être capable de retrouver ce qu'il cherche. On peut aussi faire l'apprentissage non supervisé, où là, on ne lui dit pas comment faire, mais que la masse de données fait des traitements. Donc, ça peut être bon pour la visualisation, mais ça peut être bon aussi, entre autres, des systèmes de recommandation, de nous suggérer, selon notre historique d'achat, le prochain item qui nous intéresserait, ou une liste d'items potentiels, parce qu'on sait que les gens qui ont un profil similaire à nous dans leurs achats passés ont acheté ce genre d'items-là. Donc, dans le commerce électronique, on va proposer des items similaires qui semblent être pertinents par rapport à ce qu'on a acheté. Il n'y a personne qui est pareil comme nous, mais il y a plusieurs profils qui s'approchent pour autant trouver peut-être ce qui est commun dans ces différents profils. Maintenant, la grande question, c'est bien beau ça, c'est intéressant, mais comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce qu'on peut intégrer l'IA? Comment est-ce qu'on peut intégrer peut-être ces approches-là, cette expertise-là, qui se développe beaucoup, qui vient beaucoup du milieu universitaire dans un milieu plus d'affaires, dans une entreprise, dans une organisation, selon notre contexte. Ce qui est intéressant avec l'IA, c'est que tout est dématérialisé, tout est virtuel et du programme informatique des données. Donc, on n'est pas vraiment limité par des processus manufacturiers, on n'est pas limité par l'idée de réaliser quelque chose de physique. Donc, les cycles peuvent être très courts. On peut vraiment innover de l'idée jusqu'à la mise en marché en moins d'un an, si on est bien organisé, si on a tout sous la main. Bon, c'est souvent plus long, il faut quand même tout mettre en place, mais lorsqu'on est habitué, lorsqu'on est en mesure de le faire, ça peut aller très vite. Les innovations peuvent se faire très vite
parce qu'on peut partir de la recherche, on peut partir d'une idée qui est présentée, par exemple, dans un domaine, puis la mettre en pratique, le déployer, l'implémenter sur des jeux de données existants pour en arriver à un résultat, donc un système qui fonctionne. Sachant bien sûr que là, on se met dans un contexte où c'est du logiciel qui se déploie finalement dans un environnement, dans le nuage, sur des dispositifs particuliers assez facilement. Donc ça, ce cycle court-là caractérise beaucoup de choses, nous dit vraiment qu'il y a besoin d'une agilité, mais aussi besoin d'une certaine expertise, parce qu'on fait l'hypothèse que de l'idée, développer les algorithmes, les déployer, on a quand même des gens en mesure de bouger rapidement et de le faire. Aussi, si on voyait en bas, on parle de disponibilité des données, c'est crucial. On suppose que c'est rapide à partir du moment qu'on a les données. Parce que généralement, si on n'a pas de données, on n'a pas de possibilité, on n'a pas de projet. Sans données, c'est très difficile de faire quoi que ce soit. C'est vraiment l'étape préalable pour y arriver, avant d'avoir un système qu'on peut développer, tester, implémenter et déployer. Donc, comme je vous disais, c'est beaucoup lié à la dématérialisation. Donc, il y a une grande rapidité d'innovation potentielle du fait qu'on est entièrement virtuel. Tout est dématérialisé. Donc, si on a les données, si on a de la capacité de calcul, si on a de la capacité d'offrir des services sur le nuage, par exemple, ou de déployer du logiciel dans des dispositifs, ça peut être très rapide. On n'est pas vraiment limité par des processus manufacturiers, que ce soit localement ou à l'extérieur. Puis, l'autre élément qui est quand même important d'avoir en tête, c'est qu'on ne brevette pratiquement pas. L'idée de breveter du logiciel, ça dépend des juridictions, mais ce qu'on me dit, c'est qu'ici, au Canada, on ne brevette pas du logiciel. Le logiciel, le code informatique, ça peut être protégé par le droit d'auteur, comme un livre. Dans le fond, si on écrit du code, ce code-là, ça peut être vu comme étant une œuvre. Ce n'est pas une œuvre littéraire, c'est une œuvre informatique, mais c'est traité de la même façon que si c'était écrit. Et parce qu'on protège plutôt des dispositifs, des mécanismes particuliers. Et de toute façon, ce n'est pas pertinent, parce que les brevets, c'est très approprié, par exemple, à des trucs matériels. Si on parle de biotechnologie, si on parle d'innovation avec des dispositifs plus mécaniques, des mécanismes, par exemple, ou des façons de faire très matérielles, ça va, les brevets sont adaptés à cette question-là. Mais en informatique, c'est peu adapté et de toute façon, ça bouge tellement vite que le délai pour avoir un brevet peut être tel que l'innovation qu'on avait au début est caduque, elle est remplacée par autre chose. Donc, les entreprises, généralement, ne s'attardent pas à breveter. Il y a du brevetage défensif qui est fait par certains grands, c'est plus pour empêcher de se faire poursuivre pour certaines choses, mais des brevets en termes de protéger l'innovation, c'est quand même vraiment pas la coutume. Cependant, ce qu'on protège, c'est les données. Donc, souvent, c'est pour ça qu'entre autres, il y a des grands qui dominent beaucoup le paysage, parce que ces grands-là ont des masses de données vraiment importantes qui ont de grandes valeurs. Donc, ça, c'est quand même notable, là. Les données que Google, Facebook, Amazon ont, c'est extraordinaire. Et il n'y a pas vraiment de PME qui peuvent penser les compétitionnistes dans leur champ précis où ils ont des masses de données. Il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de contourner le problème, mais la donnée, elle est clé et ces données-là, c'est elles qui ont vraiment de la valeur. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on est dans un contexte d'accélérer l'innovation. Puis c'est beaucoup caractérisé également par l'ouverture, parce que cette rapidité-là est entre autres associée au fait qu'il y a une culture d'ouverture, de partage de la connaissance qui vient du milieu académique, parce que beaucoup de l'innovation dans le milieu industriel, surtout si on parle des grandes compagnies sur la côte ouest américaine, ont une culture vraiment d'ouverture, puis ils ont embauché énormément d'universitaires, oui, de gradués, de gens avec des maîtrises et des doctorats, mais également beaucoup de professeurs d'université qui ont été embauchés pour devenir chercheurs dans ces grandes entreprises-là. Je vous dirais que, en aparté, ce n'est pas nécessairement une très bonne idée parce qu'en faisant ça, on a, si on peut dire, brisé le pipeline de formation. Donc, c'était une approche qui va faire des gains à court terme, mais à long terme, on a brisé un peu la capacité de former des gens experts. C'est un autre sujet. Mais bref, cette culture d'ouverture-là qui vient du milieu, entre autres, académique, puis aussi, on peut dire, c'est également analogique avec la culture de l'open source, là, du code ouvert qu'on retrouve en informatique, pousse l'idée de partager la connaissance, partager les innovations. Si des nouvelles approches, des nouvelles méthodes sont mises de l'avant,
rapidement, ça va être présenté, publié, et ça va être connu de tous. Et l'idée, c'est que on avance très vite comme ça parce que dans le fond, collectivement, on bâtit sur ce que les autres ont fait et on va plus loin. Donc, ça l'accélère, ça permet d'aller très rapidement. En contrepartie, ça veut aussi dire que notre innovation d'il y a 6 mois, 1 an, peut être dépassée dès maintenant parce qu'il y a peut-être des gens qui ont proposé des améliorations ou des variantes ou des approches différentes dans le même sens qui font que là, on peut faire encore mieux. Euh, et aussi, un autre point important, c'est le fait que cette innovation-là, l'innovation en intelligence artificielle, contrairement à d'autres domaines, ça émerge beaucoup. Le creuset, c'est beaucoup le milieu académique. C'est un sujet, c'est des sujets qui se portent très bien à la recherche académique, mais à vrai dire, l'innovation est venue de ce milieu-là. Ça fait 50 ans qu'on fait de la recherche en intelligence artificielle et même plus, mais puis il y a eu plusieurs vagues. Il y a toujours eu quand même un certain niveau de recherche. Moi, je vous dirais, il y a 15 ans, c'était un sujet comme les autres. On était des chercheurs dans le domaine, puis il y avait des chercheurs dans plein d'autres domaines. Maintenant, il y a beaucoup d'attrait parce qu'on a eu des succès, il y a eu des développements, mais ça reste encore ancré dans le milieu académique. Contrairement peut-être, par exemple, à ce qu'on appelle l'Internet des objets, qui est plus axé sur le dispositif. Et là, c'est plus d'innovation qui vient du milieu, de développer des nouveaux gadgets, des nouveaux dispositifs embarqués. Ce n'est pas très propice à la recherche académique, pas tant que ça, si on peut dire. Il y a beaucoup d'innovation qui vient du milieu industriel, mais ici, l'IA, c'est vraiment encore très ancré dans le milieu académique. L'expertise y est, puis souvent, c'est des jeunes qui sont formés avec une spécialisation niveau maîtrise et doctorat, qui peuvent après amener à aller de l'avant, d'avoir des idées durant leurs études ou pas longtemps après leurs études, ils ont été chercher une expertise, puis ils vont dans le milieu industriel et avec leur formation amènent l'entreprise à avancer, à innover en intégrant des idées qui ont été présentées au niveau académique il n'y a pas très longtemps. Puis, ce qui m'amène à dire aussi que ça prend une expertise. Je dirais, on est dans une situation encore où il y a relativement peu d'experts dans le domaine. Il y a beaucoup de gens qui s'y font, étant donné l'attrait que ça a, l'IA, il y a beaucoup de gens qui vont chercher des formations complémentaires, mais il reste quand même que l'expertise, elle est assez rare, relativement rare, et c'est une expertise de pointe, dans le sens que les techniques en IA ne sont pas simples, ce n'est pas quelque chose qu'on fait simplement. Quand on veut comprendre comment ça fonctionne, c'est quand même assez lourd au niveau mathématique. C'est surprenant. Moi, quand j'enseigne dans mes cours, les étudiants me disent, je ne pensais jamais que je ferais autant de mathématiques dans un cours d'informatique parce que, dans le fond, c'est basé quand même sur des formalismes, sur des approches qui assurent une certaine rigueur, qui démontrent que ça fonctionne, mais qui ne sont pas nécessairement accessibles au Kidam. Ça demande quand même certaines connaissances à la fois de l'informatique et des mathématiques. Et de s'y intégrer, finalement, ben, ce n'est pas donné à tout le monde de façon un peu improvisée. Ça se développe, ça se cultive, ça prend un certain temps pour acquérir cette expertise-là. Il faut l'avoir, puis si on ne l'a pas à l'interne, il faut aller chercher cette expertise-là. Puis souvent, c'est encore à l'université qu'on forme les gens à ce niveau-là. Et donc, je vous dirais qu'une clé souvent, c'est de développer des collaborations avec le milieu de la recherche académique. Parce que ça, oui, ça offre accès à l'expertise. L'université est en mesure de développer des idées. Donc, il y a certains types de choses qui se font bien à l'université. Ce n'est pas tout. Quand on vient dans un niveau de maturité technologique plus élevé, là, c'est peut-être plus le créneau des industries. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la collaboration avec le milieu universitaire, ce n'est pas une relation de type contractuel sous-traitance. C'est beaucoup plus une collaboration d'égal à égal où on forme, ben, d'égal à égal dans le sens c'est deux entités distinctes, mais où on forme des étudiants maîtrise et doctorat. Puis ces étudiants-là, ben, ils ont deux aspects. C'est des étudiants en formation, donc ce n'est pas des experts formés, mais c'est des experts qui se forment. Puis c'est des talents qui sont des fois un peu bruts qu'on veut amener à un certain niveau de maturité. Et l'entreprise qui collabore avec nous, cette collaboration-là lui offre un avantage particulier d'avoir accès à ces talents bruts-là en formation, de les voir évoluer, d'aussi de guider leur formation parce que leur projet, si lors d'une collaboration université-industrie a lieu, le projet va être orienté vers quelque chose qui intéresse l'entreprise. Puis ça, c'est un créneau qui permet le recrutement ensuite. Puis moi, j'ai des exemples, entre autres, de collègues qui ont des collaborations avec certaines entreprises, puis il s'avère que ces entreprises-là recrutent l'essentiel de leurs finissants parce que ces étudiants-là sont formés vraiment précisément dans le créneau. Et même si
le projet de maîtrise, de maîtrise ou de doctorat n'a pas amené à des résultats extraordinaires, le talent qui a été formé lui a une grande valeur et l'entreprise va le chercher souvent après la collaboration. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, quand je vous dis que ce n'est pas tous les projets de recherche qui mènent à des résultats, il faut l'avoir en tête. Puis la recherche, c'est souvent, on commence sur une idée, mais on ne sait pas trop comment on va y arriver en termes de résultats. Et on aborde des problèmes plus risqués. Donc, on s'attarde à des problèmes difficiles, des problèmes ambitieux souvent, où les résultats peuvent parfois, souvent, être mi-figue, mi-raisin. On n'a pas de résultats extraordinaires. Des fois, on fait des coups de circuit, puis là, ça donne des résultats très intéressants. Puis des fois, ça marche moins bien parce que pour diverses circonstances, là, puis surtout que c'est souvent dirigé par les étudiants. Donc, les étudiants ne sont pas tous égaux nécessairement, puis la qualité de la collaboration peut varier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut s'attaquer à des problèmes risqués, des fois beaucoup plus risqués qu'une entreprise oserait faire. Donc, il n'y a pas de garantie de résultat, mais il y a des possibilités de coups de circuit au travers aussi. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que le coût est beaucoup moins, donc on est en mesure peut-être de prendre plus de risques en allant vers des projets qui seraient difficiles à faire en entreprise, mais à coût moindre, on peut explorer l'idée au niveau de l'université et déterminer s'il y a un bon potentiel, si on peut faire quelque chose de bien ou non. Parce qu'en bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que la recherche fondamentale travaille beaucoup plus sur le long terme et on parle souvent d'une perspective, excusez l'anglicisme, de high risk, high reward. Donc, on fait des projets à haut risque, mais avec un potentiel de retour élevé. Donc, c'est probable que ça ne va pas fonctionner, mais si ça fonctionne, ça peut être très intéressant. Ou bien, sans dire que ça ne fonctionnera pas, c'est que ça va fonctionner correctement, sans être extraordinaire, mais des fois, ça peut vraiment, on peut arriver avec une découverte, une avancée, ou découvrir comment on vient le faire, puis là, c'est vraiment intéressant. Donc, cette perspective-là de haut risque, de haut retour est importante, sachant aussi que les coûts ne sont pas les mêmes aussi qu'en entreprise. C'est des travaux d'investigation, de recherche qui se font quand même à coût bien moindre que ce qu'on aurait en payant un expert à l'interne pour le faire. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la recherche appliquée permet d'aborder des problématiques identifiées par les entreprises, mais appuyées par les connaissances acquises dans la recherche fondamentale. Donc, dans le milieu universitaire, on a une vue sur un paquet de techniques. Souvent, on parle de techniques génériques, des techniques à large bande. Donc, ils peuvent traiter une variété de sujets. Pas nécessairement tout, là, mais ils peuvent traiter quand même certains types de sujets, certaines familles de problèmes. Puis, on est capable de souvent faire l'association. Oh oui, ce problème-là, vu en entreprise, correspond dans le fond à ce problème un peu plus général qui est celui-ci. Et les techniques pour le résoudre sont celles-là. Et donc là, on a identifié un peu le genre d'approche. On peut creuser la littérature, creuser ce que les autres ont fait, puis en arriver finalement à concevoir une approche qui est à la fine pointe, mais qui s'adapte bien au contexte plus industriel apporté par l'entreprise. Et donc, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on peut appliquer, pourquoi est-ce qu'on voudrait appliquer ce processus-là à l'échelle d'une organisation? Je vous dirais, la première chose, c'est les questions d'ouverture. Il est souvent peu réaliste de penser se démarquer tout en gardant tout à l'interne et secret. Le secret, c'est bon dans certains créneaux, mais je pense que dans notre créneau ici, vu que ça va tellement vite, puis vu qu'il y a un partage, un échange d'informations, les gens qui s'isolent vont être déconnectés de ces réseaux-là, ils ne vont pas avancer à la même vitesse que les autres. Donc, pour innover, il faut s'ouvrir, il faut collaborer. Et donc, tout avance vite. Même nous, au niveau de la recherche, c'est un milieu qui va extrêmement vite. C'est difficile à suivre parfois le rythme de publication, d'avancée. Il y a des fois, ça change au mois, aux 3 mois. Il y a des nouvelles méthodes qui sont proposées. Et donc, vu que nous, on fait quand même une veille scientifique à ce niveau-là, je pense que les entreprises peuvent bénéficier de cette veille-là, puis d'avoir des experts qui savent un peu ce qui fonctionne bien, puis ce qui est la dernière avancée dans le domaine. Également, il y a beaucoup de financements provenant des gouvernements du Québec, du Canada pour donner accès à l'expertise, de développer des projets de recherche collaboratifs. Donc, l'idée d'avoir un financement, souvent, il va de l'appariement. C'est au minimum pour chaque dollar de l'entreprise, on a un dollar du gouvernement, mais on peut monter facilement à des ratios de 3,5 gouvernemental pour chaque dollar de l'entreprise. Et sachant que les coûts par étudiant sont quand même bien moindres qu'un salarié. C'est au moins la moitié d'un salarié. On est capable de faire des choses très bien à relativement faible coût. Et souvent, c'est considéré comme l'investissement avec des crédits de RSDE. Donc, c'est quand même intéressant par rapport
en termes de ce que ça peut coûter au niveau de l'entreprise. Cependant, l'élément souvent qui est le bloquant qu'on observe, nous, dans nos discussions, c'est les échelles de temps. Euh, à l'université, dans la recherche fondamentale, on ne va pas au même rythme en termes de temps, on n'a pas le même horizon temporel. Une entreprise qui a un horizon de dire on a 6 mois, 1 an pour réussir, ou ça passe ou ça casse, on peut dire. Nous, c'est trop court pour nous. On travaille plus dans des horizons de 3 ans, 5 ans. On définit souvent des projets de recherche collaborative dans un horizon de 5 ans. C'est l'idéal pour nous parce qu'en 5 ans, on a le temps pour former des étudiants au doctorat. Un doctorat, c'est typiquement 4 ans. Le temps qu'on démarre le projet, qu'on recrute, qu'on démarre l'étudiant, ben, il peut faire sa thèse sur un sujet. 3 ans, c'est plus pour des projets de maîtrise. Une maîtrise, c'est typiquement 2 ans. Donc, démarrage, projet de maîtrise se réalise, puis à la fin, transfert est mis en place. Donc, 3 ans, c'est raisonnable. Plus court que ça devient quand même plus difficile, sauf peut-être par des stages d'étudiants à la maîtrise professionnelle, par exemple, où là, on peut aller vraiment plus sur des projets relativement courts, là, de 6 mois, 8 mois, par exemple. OK. Donc, la collaboration entre la recherche académique et l'entreprise, il faut que ça soit accompagné de certaines attentes réalistes. Il faut s'adapter parce qu'on ne travaille pas de la même façon, on n'a pas les mêmes échelles de temps, on n'a pas nécessairement les mêmes intérêts dans le sens qu'on s'intéresse beaucoup en recherche fondamentale à des questions fondamentales, développer des algorithmes génériques, développer des approches qui fonctionnent dans une variété de contextes. On a des façons de présenter les résultats. On va s'intéresser des fois à traiter plusieurs jeux de données relativement généraux. Puis toute la mise en place, le déploiement, d'amener la technologie à un niveau vraiment pratique, prêt pour le déploiement, ça, c'est moins notre tasse de thé. Donc, c'est vraiment là où l'entreprise peut jouer. Donc, il faut avoir ça en tête, il faut être capable d'arrimer, on pourrait dire, les priorités de part et d'autre pour arriver à des résultats intéressants. Je vais vous présenter un exemple qui, je pense, qui illustre très bien le processus. C'est un exemple flamboyant, je dirais, du déploiement de l'IA. Qui a été présenté, ça date d'il y a 5 ans, mais c'est quand même tout à fait d'actualité en termes de processus sur le déploiement d'une révision d'une nouvelle version de Google Translate par l'équipe de Google. Ça a été présenté dans le New York Times Magazine en 2016, puis c'était tout nouveau à ce moment-là. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant pour expliquer un peu le processus de déploiement. L'idée, c'est que chez Google, avant 2016, la traduction dans Google Translate était faite avec des mécaniques de linguistique computationnelle relativement classiques, là, relativement standards. Avec les performances qu'on connaît, c'était bon, mais on s'entend que c'est un peu la blague de faire la traduction, par exemple, de français vers l'anglais, vers le français, puis le résultat était, on pourrait dire, loufoque parfois, ou du moins faisait un peu sourire parce que c'était vraiment pas très juste. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, vous avez observé ça, mais il y a eu quand même une bonne amélioration de la performance vers la fin 2016 de Google Translate, puis c'était lié à l'introduction de nouveaux modèles qui sont basés sur des réseaux de neurones profonds. Puis en fait, l'innovation est en partie basée sur des idées de recherche qui provenaient du lab du MILA, d'un étudiant au doctorat de Yoshua Bengio, qui maintenant il travaille chez ServiceNow. Mais sa proposition qui avait été présentée dans la conférence NeurIPS en 2015, 14, je me souviens, je ne suis pas certain de l'année exactement, mais un peu avant, vraiment seulement quelques mois avant qu'ils lancent leur projet, présentaient des approches de traduction automatique basées sur des réseaux de neurones profonds. Puis, entre autres, il y avait toutes des notions de dire qu'au lieu de travailler avec des pipelines de traduction spécialisées, français vers anglais, anglais vers français, français vers chinois, chinois vers anglais, etc., il y avait plutôt une approche modulaire où on avait un module d'encodage, où on parle de la langue source, par exemple le français, vers un modèle numérique, vraiment pour l'ordinateur, qui représentait un peu le texte. Puis après ça, on avait un module de décodage qui prenait la représentation numérique vers un langage cible, par exemple vers l'anglais. L'intérêt, c'est qu'on pouvait après avoir des connecteurs, brancher un encodeur tchèque vers un décodeur espagnol, par exemple, sans avoir nécessairement le pipeline tchèque vers espagnol qui était déjà défini à l'avance, plus en mettant les connecteurs ensemble. Puis avec des modèles neuronaux vraiment basés sur l'utilisation des données. Google a déployé ça, il a pris ça avec une équipe de choc, vraiment avec quelques chercheurs seulement, une petite équipe de 5 chercheurs, mais des chercheurs vraiment top. Il y avait Jeff Dean, qui a une réputation comme étant l'un des piliers de Google, qui a déployé plein d'éléments au niveau de l'infrastructure de Google, donc il a une réputation vraiment comme étant un gourou technique incroyable, qui est à la tête de l'équipe de machine learning chez Google, chez Google Brain maintenant. Il était à la tête de cette petite équipe-là avec quelques autres chercheurs. Puis ils ont intégré, entre autres, différentes approches modernes, dont celle basée de l'étudiant au doctorat de Yoshua Bengio. Puis ils l'ont déployé en lien direct avec l'équipe de Google Translate qui n'était pas sur la côte ouest, mais qui était basée à Chicago, si je me rappelle bien.
Puis, ils ont fait ça à l'intérieur de quelques mois. Donc, ils ont pris vraiment les travaux dans la recherche académique, ils ont implémenté ça sur les serveurs de Google, dans l'infrastructure d'info nuagique de Google, et ils l'ont déployé avec des résultats qu'on connaît. Et donc, ça a créé quand même une amélioration. Ce qui est marquant, c'est qu'au moment même où ils le déployaient, en cours d'automne 2016, ils ont déployé les langages un après l'autre. Ils ont publié un white paper détaillant tout ce qu'ils ont fait. Dans le fond, ils expliquaient carrément comment est-ce que c'était implémenté, sur quel article scientifique ils se basaient, comment c'était déployé sur les cartes graphiques de calcul chez Google. Donc, il y a vraiment plein de détails intéressants, mais on se dit, ils sont fous, Google, pourquoi est-ce qu'ils publient la recette? Dans le fond, s'ils ont une recette, des ingrédients secrets dans leur recette, ils devraient le garder pour eux. C'est un avantage compétitif. C'est vrai, mais ils travaillent en mode ouvert. Et donc, de présenter la méthode pour eux, c'est un moyen d'expliquer un peu comment ils font, puis ils espèrent après ça que le domaine va regarder ça, puis il peut peut-être amener des améliorations, proposer des améliorations. Mais celui qui voudra déployer ce système-là n'a pas les jeux de données de Google. Ça, les données sont privées, appartiennent à Google et rend très difficile la possibilité de reproduire ce système-là, parce que c'est vraiment des jeux de données gigantesques qu'ils ont utilisés pour entraîner leur système. Donc, ce n'est pas vraiment possible de reproduire tel quel, mais l'algorithme, la méthode est connue. Et donc, ça déploie bien un peu l'approche, la proximité avec le milieu académique, la rapidité à laquelle ça a été fait et le fait que les données sont clés ici et sont vraiment garantes de protéger un peu l'innovation que Google a fait à ce niveau-là. Maintenant, tout ça, c'est bien beau, puis on s'entend que Google, c'est un peu loin d'ici. Si maintenant, au Québec, à Québec, on veut innover, on veut intégrer l'IA, faire un peu de recherche appliquée, comment est-ce qu'on peut faire? Puis qu'est-ce qu'il y a comme recherche, entre autres, à l'Université Laval où l'idée est basée? En fait, donc, une vue d'ensemble, on dit qu'à l'Université Laval, on a quand même une centaine de chercheurs répertoriés comme ayant des projets actifs en IA dans différents domaines. On a de l'expertise, entre autres, sur des gens qui utilisent l'IA en imagerie médicale, en neurosciences, plus au niveau psychologie, en sciences cognitives. On a un laboratoire de vision numérique dont je fais partie, des gens en industrie 4.0, géomatique, aide à la décision, robotique, éthique et droit, etc. Donc, l'assurance, Québec est une grande ville d'assurance. On a une école d'actuariat qui est reconnue avec des chercheurs en actuariat qui intègrent des approches récentes de sciences des données, d'IA à l'intérieur, langue naturelle, bioinformatique, capteurs. On a des forces avec, entre autres, des gens de optique sont des gens qui développent, entre autres, des capteurs basés sur la lumière. Bien, ces capteurs-là, ça alimente l'IA. Les réseaux de communication aussi permettent de transférer les données, etc. Donc, on a vraiment comme une variété. Puis je dirais, c'est ce qui nous caractérise un peu à l'Université Laval, c'est qu'on a un cœur de chercheurs qui font de l'IA, comme j'en fais partie, là, des gens qui développent des méthodes génériques à large bande. On a aussi tout un spectre de chercheurs qui sont dans des domaines précis, mais qui ont un regard proche, qui s'intéressent, qui intègrent l'IA dans leurs activités. Puis eux, c'est des agents de transfert du point de vue de l'IA, dans le sens qu'ils sont capables d'amener l'IA à être appliquée dans leur domaine, et donc qui rapprochent, on peut dire, les techniques génériques d'applications concrètes. Au niveau de l'Institut Intelligence et Données, on est structuré selon 4 axes d'intervention qui caractérisent un peu les forces qu'on a sur le campus. On a l'axe environnement physique, où là, l'idée, c'est de traiter des données qui proviennent de l'environnement physique, des données du monde réel, que ce soit des capteurs sur des individus ou des caméras qui observent des individus, des bâtiments, des mesures dans un bâtiment, des questions de ville intelligente qui seraient instrumentées, les territoires, d'instrumenter la forêt, prendre la mesure sur la forêt ou utiliser des appareils mobiles avec plein de capteurs qui sont capables de numériser des rues, de numériser des environnements, des drones, etc. Donc, toutes ces questions-là de travailler sur de la donnée qui provient de l'environnement physique est importante. Géomatique aussi, on a une expertise grande en géomatique à l'Université Laval, donc l'informatique dans sa question géospatiale. On a aussi des grandes forces en santé, études du vivant, donc des mesures provenant de la génomique jusqu'à l'information populationnelle, en passant par l'imagerie médicale, en passant par les aspects un peu plus cliniques. Donc, on a tous des aspects, on a des grandes forces en santé, des grandes forces aussi en sciences du vivant, en biologie, mais aussi les questions biologiques appliquées en foresterie, en agriculture, etc.
On a une expertise forte également dans les méthodes, les gens plus en informatique, en statistique, sciences des données, IA. Donc, ça, c'est le cœur des chercheurs qui s'intéressent aux méthodes génériques. On a aussi une vue disant, c'est bien beau tout ça, là, mais ça peut avoir des impacts importants, des questions d'éthique, de préserver la confidentialité, l'acceptabilité sociale de ces aspects-là. Donc, on a aussi une facette de gens qui s'intéressent, qui regardent à ça. Puis c'est important lorsqu'on fait des projets collaboratifs. Moi, je dis souvent, sur la côte ouest, on dit let move fast and break things. Ben, je ne trouve pas que c'est nécessairement la bonne approche, ce n'est pas très élégant. Des fois, d'avoir une approche un peu plus réfléchie, oui, aller vite, mais pas si vite. Aller assez vite, mais en réfléchissant à ce que ça veut dire, en réfléchissant à l'impact, puis d'éviter d'avoir des impairs, puis de développer des choses ou de déployer des systèmes qui finalement sont mal reçus, sont dommageables, peut-être pour certaines personnes. C'est important d'éviter ça, d'avoir ça en tête et donc de pas nécessairement tout briser juste pour aller vite. Et donc, on a 59 chercheurs à l'aider à l'heure actuelle, 34 chercheurs réguliers pour lesquels l'IA est assez centrale dans leur recherche. Les autres, les 25 autres sont plus des gens avec un intérêt, ils s'intéressent à certains aspects de l'IA. Donc, on couvre vraiment assez large. Donc, si ça vous intéresse, visitez le site web, vous voyez un peu notre expertise à ce niveau-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre mission, on a entre autres une mission d'accompagner les entreprises. Donc, de collaboration, recherche, industrie, c'est important dans le domaine des sciences des données et de l'intelligence artificielle. Et donc, on a un partenariat avec Mitax, donc d'avoir des capacités de stage subventionnées. Ça vise entre autres à supporter les étudiants de la maîtrise professionnelle, mais également les étudiants de maîtrise recherche, doctorat pour faire des projets en collaboration avec des entreprises. Donc, c'est une entente de préautorisation où on peut aller chercher jusqu'à 6,4 millions en tout sur 5 ans. Donc, l'idée, c'est qu'on a une capacité de déployer plus rapidement puis d'avoir des projets définis en collaboration avec des chercheurs assez vite. Pour déployer des projets relativement courts, si on va aller vers le plus long terme, il y a d'autres véhicules également qui sont disponibles. On a aussi, je vous parlais que les cycles sont longs, mais peut-être la façon y aller le plus rapidement possible, c'est avec la maîtrise professionnelle en IA qui a été lancée en 2018 puis qui a connu un démarrage vraiment très intéressant. À notre échelle, une maîtrise professionnelle à l'université, c'est un grand succès. On est environ à 50 étudiants inscrits qui suivent des cours actuellement ou qui sont en stage, dont 9 qui sont actuellement en stage depuis mai, 10 qui partiront en janvier. On a une cible d'aller vers 35 stagiaires par année. Ça, c'est notre cible à moyen et long terme. Donc, l'idée, c'est que c'est une maîtrise qui est axée sur des cours et sur des stages. On est moins dans la recherche fondamentale, on est plus dans l'application de l'IA. Il y a un aspect un peu de recherche appliquée, mais c'est surtout via des stagiaires qui vont dans le milieu et qui vont déployer, c'est plus ce qu'ils ont appris à l'université. Mais l'idée, c'est que les étudiants ne sont pas laissés seuls. Ils peuvent aller dans des milieux qui ont relativement peu d'expertise en IA parce qu'ils sont suivis une fois par semaine, une journée par semaine, ils la passent sur le campus, de façon virtuelle ces temps-ci, mais sur le campus, accompagnés par des professionnels de recherche de l'ID qui vont les suivre, leur donner des conseils, donner de l'expertise, s'assurer finalement qu'ils sont appuyés sur le côté IA, alors que dans le milieu du stage, ils sont appuyés dans le domaine d'affaires où ils se trouvent. Puis, il y a eu différents succès, des histoires intéressantes découlant de ces stages-là. Entre autres, on a eu un stagiaire chez la compagnie Coveo, où le sujet portait sur des données historiques expertes provenaient de détaillants de commerce électronique. Si vous ne connaissez pas Coveo, c'est quand même un des très grands joueurs en informatique, en IA dans la région de Québec. C'est une compagnie qui connaît une croissance remarquable. C'est vraiment un des grands histoires à succès un peu dans la région, même au Québec en général, dans ces questions-là. Puis eux, ils développent vraiment des outils d'aide pour la recherche, recommandation, appui dans les systèmes informatiques avec beaucoup d'apprentissage machine à l'intérieur. Donc, il y a quand même une grande capacité. Donc, c'est vraiment l'exemple d'une entreprise qui a de la capacité interne, qui sait, qui a des experts qui travaillent chez eux, qui connaissent très bien l'IA. Mais le projet qu'on a fait, c'est vraiment, l'idée, c'est de faire une création automatique de taxonomie de produits du client. L'idée, c'est de trouver les catégories, d'organiser un peu les catégories de façon hiérarchique pour le commerce électronique, mais de le faire de façon automatique, le faire basé sur les données afin d'offrir la meilleure organisation favorisant le commerce électronique. Donc, l'idée, c'est de s'assurer que l'organisation qu'on offre aide les gens à acheter et ne va pas être un fouillis où les gens vont se perdre et vont abandonner finalement l'achat. Ils vont plutôt au contraire être exposés à une catégorisation qui va être facilitante et en se basant sur les données, pas seulement sur peut-être un effort de personnes qui vont réfléchir à comment organiser ça.
Ça, c'est un nouveau marché en développement, puis ça a quand même appuyé grandement Coveo de développer cette niche-là pour eux dans leurs activités. Un autre exemple, je dirais, c'est à l'autre extrême, c'est avec la compagnie Boisfranc qui est sur la rive sud, Beauce. Donc, Boisfranc, eux, au contraire, c'est une entreprise qui n'a pas d'expérience en IA. C'est une entreprise qui fait des planchers de bois, donc, ou des planches de bois essentiellement. Donc, eux, ce qu'ils avaient comme problématique, c'est de déterminer la température de séchage de plusieurs essences de bois et qui varie donc selon la nature du bois, selon différents éléments. Ils veulent déterminer de quelle façon on va faire un séchage optimal pour assurer avoir un bon produit tout en minimisant les coûts. Donc, il n'y avait aucun spécialiste en IA à l'interne. Ce n'est pas leur créneau, eux. Ils sont vraiment plus dans un créneau, on pourrait dire, plus industriel, près des ressources. Donc, on a fait un projet avec eux de prédire la température interne accompagné de suggestions d'étapes de séchage. Puis là, à la suite de ce projet-là, l'entreprise a embauché le stagiaire, puis continue de travailler chez eux pour pouvoir optimiser, raffiner leur processus qui avait beaucoup d'importance pour eux par rapport à leur ligne d'affaires. Donc, lorsqu'on parle d'accompagnement d'entreprise et d'organisation vers l'IA, ben, nous, on offre un certain accompagnement, on est en mesure de suivre. Donc, si vous avez de l'intérêt, ben, venez nous contacter. On a une équipe de professionnels qui peut vous guider, vous orienter vers des chercheurs, vers différentes approches, les stages, les projets collaboratifs, etc., ou carrément peut-être d'autres programmes de soutien gouvernemental potentiels. Et on peut développer des partenariats de collaboration sur mesure, en aller vers des subventions de projets de recherche collaboratifs axés quand même sur la recherche fondamentale sur 5 ans. Ça, c'est pour dire l'extrême que nous, on aime beaucoup. Donc, entre autres, subventionné par le CRSNG vers des approches plus court terme spécifiques qui iraient plus avec des stagiaires, par exemple. Donc, le temps file, j'avais des extras à vous présenter pour d'autres projets, mais je pense que je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui. Donc, juste pour vous dire qu'on a une collaboration sur l'IA interprétable, explicable pour le domaine, pour les systèmes critiques, en particulier pour les systèmes d'aéronefs. Donc, je vais passer ce bout-là. On avait aussi une question également on a des projets avec la compagnie d'assurance Intact. Sur les différentes approches d'analyse massive en assurance, où là encore, les questions d'interprétabilité sont importantes pour pouvoir optimiser différents aspects du marché de l'assurance de la compagnie Intact. Donc, je vais en conclusion. Pour vous dire, dans tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'innovation en IA, ça se fait rapidement. De l'idée jusqu'à la mise en marché, ça peut aller vite. Et on est dans un domaine qui évolue constamment. La bonne approche, il y a 6 mois, peut avoir changé. Donc, il y a peut-être des meilleures approches encore. Donc, cette rapidité-là, elle est peut-être difficile à maîtriser, mais en même temps, c'est une grande qualité parce qu'on voit qu'il y a moyen de s'améliorer, d'innover et de faire mieux. Les nouvelles idées sont souvent issues du milieu académique. Je dirais même, il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont des chercheurs à l'interne qui travaillent pour l'entreprise, mais qui sont présents dans la recherche académique. Donc, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup d'avancées qui sont présentés par des gens de chez Google Brain, de chez Facebook AI Research, par exemple, etc. Donc, il y a une présence parce que ces grandes entreprises-là voient l'intérêt de poursuivre, de rester très impliqués dans le milieu de la recherche académique parce que c'est là qu'on peut faire des choses intéressantes. Puis c'est là aussi, en regardant cet aspect-là, on va chercher des cerveaux qui, eux, sont très intéressés par la recherche académique, mais de les avoir à l'interne dans l'entreprise, ça leur donne un avantage particulier. Et donc, tout ça, la connaissance, elle est partagée dans des forums spécialisés, dans les conférences scientifiques internationales, dans les différentes publications. Et donc, on peut parler des blogs de gens en recherche jusqu'à des articles de revues scientifiques. Là, les cycles ne sont pas les mêmes. Là. Les blogs, c'est instantané, puis les articles dans les revues scientifiques, ça prend 1 an des fois avant d'être publié, mais c'est ces différents niveaux. Entre les deux, on a ce qu'on appelle des publications préprint, donc qui ne sont pas évaluées par les pairs, mais qui sont publiées de façon assez rapide. C'est une expertise de pointe qui est nécessaire. Si on veut suivre le RIP, ça prend quand même une bonne expertise. Il faut se spécialiser ou aller chercher les gens qui ont l'expertise pour pouvoir suivre un peu ce qui se passe. Puis l'innovation se fait dans une culture de partage. Je dirais qu'il faut être ouvert, il faut être en mesure de discuter là, de l'approche où on garde tout secret vraiment sous verrou. Ce n'est pas adapté au milieu, ce n'est pas comme ça que ça se fait actuellement. Ça se fait vraiment dans une culture plus d'ouverture, de discussion, d'échange. Parce que de toute façon, comme on dit, c'est souvent dans les données que la valeur. Donc, si on protège les données et qu'on ouvre un peu l'approche,
savoir, on est quand même couvert à ce niveau-là, au niveau industriel. Puis il y a vraiment plein de véhicules pour supporter la collaboration. Puis je vous dirais que l'idée se présente comme une porte d'entrée vers l'innovation. Donc, nous, on dessert en particulier la région de Québec. On se présente comme étant un des grands pôles québécois à ce niveau. Donc, je m'arrête là, juste pour vous dire qu'on a différents. On a notre site web, on est présent sur les réseaux sociaux. Et voilà, je suis disponible pour vos questions.